Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va être factuel. Pas de rumeurs, pas d'interprétation, on va s'en tenir au texte et à tout ce qui s'est passé. Puisque, en effet, comme vous pouvez le lire dans le titre, il y a bien eu ingérence, et même on va aller plus loin, une forme de manipulation de la Confédération africaine de football sur le scrutin, sur le jury d'appel qui a statué pour attribuer la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. On sait que les procédures vont continuer, normalement la partie sénégalaise va déposer son dossier au tribunal arbitral du sport, et ce qu'on va dire aujourd'hui va peut-être déjà clore, j'ai presque envie de dire, la procédure du TAS des mois avant, puisqu'avant d'envisager le fond, les arguments des deux côtés qui peuvent s'entendre, il y a des questions de forme et potentiellement de vice de procédure. Parce que comme vous allez le voir, les dysfonctionnements, les irrégularités, le non-respect des textes de la CAF, on sait que c'est le cas depuis très longtemps, c'est d'ailleurs pour ça aussi que la CAF très souvent perd ses dossiers au TAS, ont été manifestes dans cette décision. Donc venez avec moi, c'est également un article que j'écris pour Sport News Africa aujourd'hui, je ne sais pas s'il est publié au moment où je tourne cette vidéo, mais dans tous les cas, on va sortir le tableau parce que comme vous allez le voir, c'est pas la décision qui est choquante, c'est la manière dont on a pris la décision parce qu'elle ne respecte absolument pas les procédés de la Confédération africaine de football. Donc embarquez avec moi, vous allez mieux comprendre. Tout a commencé il y a une quinzaine de jours avant la réunion du jury d'appel. On est fin février et le directeur des organes indépendants de la division juridique, Yacine Osman Roblé, a été congédié par le secrétaire général de la Confédération africaine de football, Véron Mosengo-Umba. On lui explique en gros qu'il y a une restructuration à venir de la division légale, qu'on ne lui impute pas de faute en particulier, mais en gros on dit que c'est fini, on se passe service, on arrête son contrat. Ça fait plus de 5 ans qu'il était employé à cette position. Vous allez me dire, c'est quoi exactement ce rôle-là? Parce que comme vous savez, souvent on entend que la CAF, il y a des commissions dites indépendantes. Alors qu'est-ce que c'est une commission indépendante? Il y a la commission de discipline et le jury d'appel. Donc en gros, le jury d'appel, vous voyez bien, c'est une instance. Et au début, on avait la commission de discipline. Là, il y a 9 personnes, d'accord? 9 et 9 potentiellement. Et en fait, chacun son fonctionnement. Il y a un président qui est nommé de chaque commission, d'accord? Et en fait, ces deux commissions-là, en fait, leur fonctionnement est indépendant de ce qu'on appelle l'administration. Okay, donc l'administration fonctionne un truc, et en gros, pour que ça soit indépendant, en gros, la commission de discipline et le jury d'appel, chacun ont leur président, et ensuite, on élit parmi les 9. Donc le président, en gros, il fait quoi? Le président, il dit, admettons, j'ai besoin de 3 jurys, 5 jurys, 7 jurys, etc. Et ensuite, ils vont demander à la personne dont je vous ai parlé, monsieur Roblé, on va le mettre là, clac, qui lui est le responsable, en gros, il est le garant des deux commissions. Il est le garant de l'indépendance des deux commissions juridiques de la CAF. Donc en gros, lui, il fait à la fois presque office de secrétariat, c'est lui qui va proposer les jurys, etc. Bon, on va prendre lui, et il soumet en collaboration avec le président ou la présidente de chaque commission. Ce qui fait que lui, officiellement, il appartient à la CAF, il est sous le directeur légal, mais dans le papier, sur le fonctionnement de cette division-là, l'administration ne peut pas intervenir vis-à-vis de lui ou vis-à-vis de ses commissions. Donc en termes de fonctionnement, il y a un barrage pour garantir l'indépendance des deux commissions. Et donc, ce monsieur travaille depuis plus de 5 ans avec le président de chaque commission, en faisant des briefings, etc. Il a fait à la fois, on va dire, actif de secrétariat, alors il a des gens qui travaillent aussi avec lui, c'est vis-à-vis du choix des jurys, et surtout vis-à-vis que tout soit respecté. Parce que le but aussi de ces commissions, c'est d'être le plus impartial possible, donc d'éviter les conflits d'intérêts, respecter le texte et tout cela. Sauf qu'à peu plus de 2 semaines, on le vit. Alors déjà, vous avez posé une question. Ça fait plus de 5 ans qu'il est là, il est reconnu pour son professionnalisme. Tous les gens peuvent dire à la CAF. Donc vous posez la question, mais pourquoi le virer maintenant? Ça fait pas trop de sens, surtout qu'on est encore en pleine procédure, c'est lui qui avait tout instruit au niveau de la première instance, sauf que lui, après, il n'a pas de décision, c'est simplement lui, en gros, qui va coordonner tout ce qu'il faut. Vous dites, mais pourquoi vous le virez 15 jours avant la procédure la plus importante au niveau juridique de la CAF? Vous êtes d'accord avec moi que ça fait pas de sens. Et le pire, c'est que vous ne mettez pas de remplaçant. Donc, un poste aussi important, pour la procédure la plus importante de l'histoire de la CAF, on le vire. Pas de remplaçant. Sauf que son licenciement fait beaucoup parler. On a des membres du comité exécutif, notamment Augustin Senghor, qui vont réclamer des comptes à Patrice Motsepe en disant mais au nom de quoi? Parce que la personne qui le vire, c'est le secrétaire général Véron Mosengo-Umba. Or, depuis le 15 octobre, ce dernier, je le rappelle, n'a pas le droit d'exercer. Il a passé la limite d'âge. Donc, expliquez-moi comment quelqu'un qui n'a pas le droit d'être en poste depuis le 15 octobre prend cette décision. Attendez, il y a mieux encore. Selon les informations recueillies, vu que la nature a hors du vide, il y a quelqu'un qui a dû aider la présidente de la commission d'appel à avoir son jury. Elle réclame 5 jurys. Donc, le quorum est atteint, pas de problème, ça vous prend le nombre de jurys logique, il y en avait déjà 5 en première instance. Sauf que non, il n'y a plus M. Roblé pour poser, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Le directeur des affaires légales de la CAF, M. Cédric Agaï, c'est lui. Donc,
quelqu'un de l'administration. Quelqu'un qui ne doit pas justement venir. Donc l'indépendance, là, vous l'enlevez. Et lui, même selon les informations, là, ça n'a pas été extrêmement fait conjointement, on a avancé les noms, les 5 noms, directement par le directeur des affaires légales. Sauf qu'il y a un problème. Le directeur des affaires légales, il a été nommé récemment, avant il était responsable du bureau du secrétaire général, le fameux Véron Mosengomba. Et c'est le même Véron Mosengomba qui n'a pas le droit d'exercer depuis le 15 octobre qui l'a nommé. Sauf qu'il y a un autre souci, c'est que pour nommer un directeur pareil, il faut l'aval, la validation du comité exécutif de la CAF en amont, c'est-à-dire que le secrétaire général propose le nom, il faut que celui-ci soit validé par le comité exécutif et ensuite on officialise la nomination. Ah non, la CAF on fait pas ça. Le secrétaire général qui n'a pas le droit d'exercer, il nomme sans l'aval, sans la validation du comité exécutif, donc en totale irrégularité des textes, un nouveau directeur légal des affaires juridiques. Ok. Et en fait, on le fait passer, on dit a posteriori, sauf qu'il y a plein de membres du comité exécutif qui se sont opposés, il n'y a même pas eu de vote, etc. Alors, officiellement, la CAF va te dire oui, mais on en parle après. Mais non, en fait, après, normalement, dans un monde normal, la validation, elle est nulle et non avenue. C'est-à-dire que là, on a une personne qui n'a pas le droit d'exercer, qui vire les gens, et qui en nomme d'autres, etc. Et là, donc, vous avez bien compris qu'il y a un problème. On a changé toute la procédure habituelle, ça fait plus de 5 ans que je me suis été là quand même, hein. Jamais posé un souci, hein. On ne trouve pas de faute grave et tout. Et là, l'administration va directement s'impliquer dans les nominations des jurys des 5 personnes demandées par la présidente nigériane pour composer donc le jury qui va devoir statuer en appel sur Maroc-Sénégal. Déjà, vous comprenez qu'il y a un souci, mais il y a pire. Dans les 5 jurys choisis, normalement, on doit s'assurer qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, etc. D'ailleurs, c'est ce que dit l'article 19, que chaque membre doit prévenir avant toutes les réunions de potentiels conflits d'intérêts. Et vous avez dû voir potentiellement des articles sur le président de la Fédération tunisienne de football, Moez Bennassri. Ce dernier a le droit de siéger dans cette commission tant qu'il n'est pas membre du COMEX ou qu'il n'appartient pas à une commission permanente de la Confédération africaine de football, article 20 du Code disciplinaire. Sauf qu'il y a l'article 19. L'article 19, c'est qu'il doit expliquer, doit dire tout potentiel conflit d'intérêt. Vous vous doutez bien aussi que pour une décision d'une telle importance, le but justement, on va dire, de ceux qui décident, c'est d'éviter au plus, on va dire, de potentiels conflits d'intérêt, de partialité, etc. Or, le président de la Fédération tunisienne de football, c'est la seule personne parmi les 9 membres du jury potentiel qui a une activité dans une commission footballistique. C'est-à-dire c'est le seul qui est directement dans la gouvernance footballistique africaine. En l'occurrence, il y a l'UNAF, l'Union nord-africaine de football, dans laquelle est aussi le Maroc. Ce qui pose la question de l'infraction de l'article 19 sur les conflits d'intérêts, comment ils ont pu mettre un jury qui siège dans la même commission que l'une des 2 parties. Sachant que je rappelle, Moez Bennassri, le problème c'est pas qu'il soit président d'une fédération, c'est que c'est le seul parmi les 9 potentiels membres à avoir une activité directe dans la gouvernance footballistique. Or, il fait même allégeance, quelque part, de la même sous-confédération, excusez-moi, que le Maroc, donc l'une des 2 parties. Comment Cédric Agaye a-t-il pu le mettre? Il y en a d'autres évidemment qui vont s'interroger sur la présence du jury togolais, compatriote de Cédric Agaye, dont il est très très proche. Pareil, à ce niveau-là, sur la partialité, conflit d'intérêt et tout, est-ce que c'était bien normal de le mettre? Mais rien que le jury tunisien, quand vous lisez le code disciplinaire, article 18, 19, 20, aujourd'hui on est le Sénégal, on va devant le TAS, on dit mais attendez, on fait partie de l'UNAF, pareil que l'une des 2 parties. Conflit d'intérêt, merci, bonne nuit, j'ai même pas besoin d'examiner le fond. Puis s'ils veulent aller plus loin, les Sénégalais, c'est très simple, ils se disent mais attendez, la personne qui a choisi le jury, elle n'a pas le droit. Et sa nomination n'a jamais été validée par le comité exécutif. Ce qui, je pense, peut être nul et non avenu. Parce que ça a été nommé par une personne qui, depuis le 15 octobre, n'a plus le droit d'exercer statutaire. Donc, maintenant on va se poser la question, et plus. Pourquoi la CAF a fait ça? Pourquoi le secrétaire général et Cédric Agaye ont fait ça? Pourquoi on a viré la personne responsable alors qu'on ne lui a rien dit pendant plus de 5 ans, 15 jours avant? Pourquoi ce timing? Pourquoi on s'est auto-ingéré? Je pense que là, on peut prouver au minimum l'ingérence, et donc dans cette ingérence et ce manque d'indépendance, il y a une forme de manipulation quelque part. Ce qui est terrible pour le Maroc, parce que là, vous n'avez pas besoin d'examiner le fond. Vous avez bien vu que sur la forme, il y a un gros souci. Et cet irrespect des textes, cette désinvolture, à chaque fois, la CAF le paye très cher, on le sait, au TAS, quasiment tous les dossiers sont perdus, notamment pour des vices de procédure, pour des questions de forme. Là, pour la décision la plus importante, juridiquement, la bataille la plus grande, voilà, qui a un impact mondial, d'avoir ce genre de méthode, évidemment, ça remet en cause tout le procédé. Et c'est terrible pour les 2 parties. Quelque part, on se dit que le Maroc et le Sénégal sont des victimes conjointes de l'inaction et de l'incompétence des dirigeants de la CAF. C'est aujourd'hui une réalité. Mais après, on va attendre. Parce que Augustin Senghor, ancien président de la Fédération sénégalaise de football, est au comité exécutif. Fouzi Lekja, le président de la Fédération marocaine, est au comité exécutif de la CAF. Le comité exécutif, en théorie, a du pouvoir. Il ne s'en sert pas. Soit il préfère se taire et ne rien dire. Lors de la réunion, la prochaine, le 29,
on imagine les réactions. Parce que là, s'ils laissent passer ça, c'est-à-dire qu'ils sont complices de manipulation du scrutin. Parce que là, ils ont le pouvoir de dire « Monsieur Motsepe, Monsieur Président, vous n'êtes pas là, vous ne dirigez pas votre institution, on le répète depuis des années, vous ne pouvez pas rester. » Je rappelle que Motsepe a été mis par la FIFA, comme Vero Mosengo, le secrétaire général, a été mis par la FIFA. FIFA qui d'ailleurs veut toujours influer par la nomination du prochain secrétaire général. Donc la question elle est très simple. Est-ce que le comité exécutif a accepté ça et va encore se taire? Et le deuxième point, on va terminer là-dessus parce que c'est très ironique. Je vous rappelle depuis très longtemps qu'il y a eu de multiples rapports internes qui ont dénoncé cela. Le problème c'est qu'à un moment donné, on a une dame namibienne, une avocate, une dame qui s'appelle Rebecca, qui a dit que non, tout allait bien, etc. Et tout. Elle a un rôle très clé aussi. Elle, faut jamais oublier que son boss c'était quelqu'un de la Cour suprême de Namibie qui est ami personnel de Motsepe, parce que pareil, et donc en fait à chaque fois on essaie de se rassurer avec des gens qu'en gros on a colporté, des gens on va dire qu'on contrôle complètement, bah tout va bien que tout va très très mal. Et pour vous montrer que tout va très très mal, je rappelle qu'il y a une compagnie égyptienne d'audit qui avait fait donc un audit sur la CAF. L'audit est tellement dévastateur parce qu'il confirme tout qu'on l'a caché. Personne n'a la caché. Les membres du comité exécutif ont fait une demande, on leur a pas donné une copie. En gros si vous voulez y aller, il faut y aller au Caire, au quartier général, il faut aller avec un avocat, il ne faut pas prendre de photos, etc. C'est la folie. On le met au placard. Par contre, et je vais terminer là-dessus parce que c'est très ironique, de multiples personnes, de multiples sources expliquent que l'un des membres du comité exécutif possède ce rapport. C'est Fouzi Lekja, le président de la Fédération marocaine. Il y aurait deux possibilités. C'est soit il a bluffé, etc. et il ne l'a pas, ok. Soit par contre, s'il l'a vraiment, pourquoi il ne l'a jamais utilisé? Parce que s'il l'avait utilisé, non seulement on n'aurait pas eu ce cirque lors de la finale, parce que tous les gens auraient sauté. Les Vero Mosengo, les Olivier Safari, tous les gens nommés qui ont posé problème de par leur ingérence, etc. n'auraient pas été là. Et donc ça pose aussi beaucoup de questions, parce que certains aujourd'hui se demandent pourquoi il y a eu tout ce bins qui a été fait en coulisses, et pourquoi on a altéré autant de procédures, et quelles sont les véritables motivations de tout cela. Le Maroc et le Sénégal sont victimes de la CAF, mais également de leurs dirigeants, qui n'ont pas exercé un droit et un pouvoir suffisant au comité exécutif pour implorer à la CAF d'enfin respecter ces textes. Donc bref, plus que jamais pour le football africain, keep the faith.